Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de vous joindre à nous aujourd'hui, bon début de matinée ou d'après-midi, où que vous vous situez dans le monde. Bienvenue, vous le savez, les conflits armés sont une réalité pour des millions d'enfants dans le monde aujourd'hui et la cible 8.7 exprime que l'élimination du travail des enfants soldats devrait être atteinte d'ici 2025. Il est donc temps d'agir aujourd'hui plus que jamais. Nos partenaires, notamment World Child, ont coordonné cette séance. On va se poser les questions de savoir lorsqu'il y a ce recrutement des enfants, comment est-ce que l'on peut réintégrer les anciens enfants soldats et comment pouvons-nous avoir accès aux outils et aux ressources utiles. Je suis Simon Hills de l'Organisation internationale du travail et je vous souhaite la bienvenue à cette séance. J'espère qu'elle sera très intéressante pour toutes et tous. Nous allons entendre des spécialistes éminents sur ce sujet. Nous avons Virginia Gamba, qui est représentante spéciale du secrétaire général, qui travaille sur la question des enfants dans les conflits armés. Nous avons Dieu béni, qui est ancien enfant soldat de la République centrafricaine. Malheureusement, nous avons eu des problèmes de connexion. Donc, nous entendrons une vidéo de Dieu béni et je l'espère, il pourra se joindre à nous plus tard. Nous avons Jorge Marcias de la Fondation Guillermo Toriello au Guatemala. Et merci infiniment au gouvernement du Guatemala qui nous a vivement conseillé que Jorge se joigne à nous aujourd'hui. Nous avons également Sandra Olsen, qui est conseillère en réintégration pour l'organisation World Child, et Jennifer Frederick, qui est représentante des relations internationales en chef du Bureau de la traite des humains, du travail des enfants, du travail forcé, du département des affaires du travail des États-Unis. Ce webinaire va être enregistré. Et pour ceux d'entre vous qui pourraient en avoir besoin, ce webinaire sera traduit en anglais, en français et en espagnol. Il y a donc des services d'interprétation à votre disposition. Et en bas de votre écran, vous trouverez l'icône qui vous permettra de passer d'un canal d'une langue à l'autre. Je vais donner la parole à Christina. Est-ce que vous souhaitez le dire en espagnol pour nous, pour nos collègues qui se joignent à nous de l'Amérique latine, pour qu'ils aient accès à ces services d'interprétation également? Vous parlez des questions d'intendance, n'est-ce pas? Je vais donc le dire en espagnol. Nous avons des services, tout est traduit dans la boîte de dialogue, tous les aspects liés à l'organisation de ce webinaire et les questions, vous pouvez la faire dans la boîte de dialogue questions-réponses et les commentaires que vous souhaitez adresser à tous les intervenants et intervenantes, tous les invités. Vous pouvez le faire dans le chat, donc la boîte de dialogue. Thanks, Christine. Merci, Christina. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement à la vidéo de Dieu béni. Comme je l'ai dit, c'est un ancien enfant soldat de la République centrafricaine. Et cause des problèmes Internet, il a enregistré un message pour nous. Je l'espère, il pourra se joindre à nous pour les échanges plus tard. Mais nous allons commencer par entendre son message. Dieu béni a 19 ans et vit en République centrafricaine. Lorsque son père a été tué par un groupe armé, il a rejoint un groupe d'opposition pour chercher vengeance. Il faisait des commissions, occupait des postes de contrôle et protégeait le camp lorsque des combattants plus expérimentés allaient se battre ailleurs. Après un an, il a retrouvé sa mère au marché, qui l'a supplié de rentrer à la maison. Il a parlé à son commandant qui l'a laissé partir. Après que j'ai quitté le groupe armé, ce n'est pas facile pour moi. Au début, avec mes amis et ma famille. Mes amis ont eu peur de jouer avec moi et ma famille aussi.
mais c'est maman qui m'a aidé à retourner à la maison. Et elle a parlé avec mes amis et ma famille pour qu'ils jouent avec moi. C'est comme ça que mon cousin m'a pris chez lui pour m'inscrire à l'école. Maintenant, je suis élève de classe de 3e et membre du groupe de Voice More ici en Centrafrique. Mais l'insécurité actuelle joue beaucoup sur ma vie parce que mes parents ne vont pas au champ. Les prix des choses ont augmenté sur le marché. Je mange une fois par jour de retour de l'école et j'ai aussi perdu mon papa. L'école m'a aidé à être ensemble avec mes amis dans la classe et je sais lire, écrire et compter. Aujourd'hui, VoiceMore m'a aidé à parler devant beaucoup de personnes et en public. Grâce à VoiceMore, je connais mes droits et je sais faire le plaidoyer. Mon message aux jeunes qui veulent aller dans les groupes armés ne sont pas bien. Les chefs t'apprennent à devenir drogueur, à tuer les gens, voler et à braquer des personnes. Et aussi d'autres vont te frapper si tu fais quelque chose. Alors, je demande aux enfants et à mes amis de ne pas aller dans les groupes armés. Je demande aux ONG et aux personnes qui veulent aider les jeunes d'informer les jeunes sur les dangers dans les groupes armés, d'organiser des groupes de discussion sur les dangers dans les groupes armés, de donner des activités à faire aux jeunes. Pour les jeunes qui sortent de ces groupes armés, je demande que ces ONG puissent travailler pour les aider à sortir de ces groupes armés et les former à faire quelque chose dans la vie. Okay, welcome back. Très bien. Merci infiniment, Dieu béni, de cette vidéo d'ouverture. Et comme je l'ai dit, je l'espère, Dieu béni pourra se joindre à nous un peu plus tard pour la séance questions-réponses. Je l'ai indiqué, j'essaie de faire en sorte que ce débat soit le plus interactif possible et nous allons faire des sondages au fur et à mesure de ce webinaire. Donc suivez bien ce qu'il se passe et répondez le plus librement possible dès que vous verrez les sondages à l'écran. Cela va nous aider dans nos débats d'aujourd'hui. Et nous verrons comment vous allez participer. Donc nous voyons que nous avons plus de 100 participants, ce qui est excellent. J'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Nous allons passer à l'intervenant suivant et j'ai le plaisir de donner la parole à la représentante spéciale du secrétaire général, professeure Virginia Gamba. Professeur, merci infiniment de vous joindre à nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier l'Alliance 8.7 et War Child qui ont organisé la réunion d'aujourd'hui. Mon bureau appuie activement en tant que membre le travail très important de l'Alliance pour rassembler les partenaires et veiller à ce que nous ne nous détournions pas de notre objectif, c'est-à-dire l'objectif 8.7 des ODD. Le recrutement des garçons et des filles dans les conflits armés est l'une des violations les plus graves des droits des enfants et a été identifié et condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme l'une des plus grandes violations contre les enfants en temps de guerre. Le lien entre le travail des enfants et le recrutement et l'emploi des enfants dans les conflits fait que ces enfants deviennent des victimes de recrutement par ces groupes armés. On peut les forcer non seulement à participer au combat, mais aussi être utilisés pour d'autres tâches, y compris à des fins d'exploitation sexuelle. Il y a
un lien clair dans l'article 3 de la Convention 182 de l'OIT qui reconnaît que le recrutement et l'emploi des enfants dans ces conflits est l'une des pires formes de travail des enfants. Les garçons comme les filles sont recrutés et utilisés par ces groupes armés et le risque qu'ils encourent sont extrêmement importants. Par exemple, en 2019, il y a eu des centaines de milliers d'enfants qui ont été recrutés dans les conflits armés. Le rapport du secrétaire général pour 2020 sur l'emploi et le recrutement des enfants dans les conflits armés, ce rapport n'a pas encore été publié, mais les enfants continuent d'être recrutés, d'être utilisés et sont touchés par d'autres violations graves de leurs droits. Nous avons également constaté que la pandémie de Covid-19 a accru la vulnérabilité des enfants dans les zones de conflit. Un instrument important à la disposition de la communauté internationale pour prévenir et mettre un terme au recrutement et à l'emploi des enfants, c'est le protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant sur la participation des enfants dans les conflits armés. Garantir sa ratification universelle et veiller à sa mise en œuvre sont deux étapes cruciales pour se rapprocher de la réalisation de l'ODD 8.7. Autre outil à notre disposition, les plans d'action entre les institutions des Nations Unies et les parties qui sont listés comme ayant recruté des enfants dans le rapport du secrétaire général. En outre, mon bureau et nos partenaires sur le terrain renforceront ces efforts, mais les efforts par le passé ont permis de libérer pratiquement 40 000 enfants soldats depuis 2018, ce qui représente un chiffre sans précédent. Mesdames et messieurs, même lorsque les enfants sont séparés des groupes armés, ils éprouvent toujours des difficultés pour retrouver leur place dans leur communauté, dans leur famille. Les effets physiques, psychologiques et sociaux des expériences qu'ils ont traversées les accompagneront tout au long de leur vie. La stigmatisation liée à leur participation dans ces groupes, notamment lorsqu'ils sont libérés par des groupes armés qui sont nommés comme terroristes par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ajoute à la complexité de la question. Garantir des programmes appropriés de réintégration et de prise en charge des filles et des garçons qui ont subi toutes ces formes de violence est une étape fondamentale pour qu'ils puissent se réintégrer et s'épanouir pleinement. En tant que communauté internationale, nous devons faire en sorte que les besoins sur le terrain et la réintégration durable par le biais de programmes se voient allouer les ressources suffisantes. L'appui aux ONG locales, internationales et aux organisations de la société civile qui mettent en œuvre des programmes en première ligne doivent faire l'objet de la plupart de nos investissements. En outre, il faut faire le lien avec un environnement de protection plus large pour les enfants au sein duquel les parents, les familles, les communautés, les autorités locales, nationales, régionales pourront toutes contribuer à la prise en charge et à la protection des enfants. Là, les programmes de réintégration avec accès sur la communauté sont essentiels pour garantir la récupération de ces enfants, pour mettre un terme au cercle vicieux de la violence et pour prévenir à l'avenir le recrutement des enfants. Avec un financement pour prévenir ce recrutement, et mon bureau a notamment, en 2018, lancé en coopération avec l'UNICEF la Coalition mondiale de réintégration. 3 documents de recherche ont été publiés dans ce cadre en 2020 et nous vous les distribuerons par le biais de la plateforme en ligne. Mesdames et messieurs, pour conclure, alors que 2021 marque l'année internationale de l'élimination du travail des enfants, nous avons la possibilité de renouveler notre engagement pour prévenir et mettre un terme au recrutement des enfants et renforcer ensemble le travail et les investissements pour réaliser l'objectif de développement durable numéro 8.7. Il faut sauver les enfants qui ont été recrutés par ces groupes armés
ce qui est essentiel pour lutter contre ce fléau. Mais il faudra éviter que cette violation ait lieu dès le départ, et ce n'est que à ce moment-là que nous pourrons faire en sorte que cet objectif s'inscrira dans la durabilité, avec des plans d'intégration et garantir une meilleure protection des enfants dans la médiation et dans les processus de paix qui doivent être une priorité pour toutes et tous. Je vous remercie infiniment et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Gamba. Comme vous l'avez dit, il s'agit de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants. Une question, rapidement. Quand est-ce que le rapport de votre bureau sera publié au cas où des membres de l'Alliance souhaiteraient y avoir accès? Et avez-vous, selon vous, des idées d'après lesquelles, de domaines sur lesquels les membres de l'Alliance 8.7 pourraient agir principalement pour agir au niveau des enfants soldats? Oui, merci infiniment. Alors, ce rapport fera l'objet d'un débat public au Conseil de sécurité, me semble-t-il, le 28 juin. Donc, la publication du rapport aura lieu plus tôt, probablement lors de la première semaine de juin. C'est à ce moment-là que nous envisageons de publier le dit rapport. Je pense qu'à ce stade, et étant donné les effets de la pandémie, vous le savez, nous avons publié un rapport dans mon bureau sur les effets de la pandémie sur le programme de développement durable à l'horizon 2030. Effectivement, il est très préoccupant au niveau des politiques qui ont été entreprises. Et ce qui a eu lieu très clairement, c'est que les conditions socio-économiques se sont aggravées dans pratiquement tous les cas de conflits dans le monde à cause des confinements, des mesures qui ont été prises par les gouvernements pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ce qui a entraîné de nouveaux facteurs qui incitent les enfants ou leurs familles à ne pas avoir d'autre choix que de se retrouver recrutés dans ces conflits. Donc on pourrait perdre des gains engrangés jusqu'alors à cause de l'absence d'appui des communautés dans ces situations. En outre, les écoles sont fermées à cause de Covid-19 et les enfants dont les écoles sont fermées encourent davantage de risques d'enlèvement. On voit davantage de risques d'enlèvement des enfants et de violences sexuelles, tout particulièrement à l'encontre des filles, lorsque les écoles sont fermées et que les enfants sont laissés à leurs propres moyens dans les rues ou se trouvent dans des situations extrêmement graves. Donc, l'Alliance doit essayer de défendre la mise en place de protections plus larges, non seulement pour les enfants, mais aussi pour la communauté de l'enfant, pour que l'enfant ait accès à l'éducation et des options qui s'offrent à lui. Donc, il nous faut en faire également davantage au niveau des alertes précoces dans ces cas de figure pour les violences à l'encontre des enfants. Il y a énormément d'attaques transfrontières que nous constatons notamment dans le Sahel et dans la région du lac Tchad, une région qui est extrêmement touchée, mais aussi au Cameroun, par exemple. Donc il nous faut en faire davantage pour que le monde soit bien conscient qu'on ne peut pas recruter ces enfants tout simplement parce qu'ils sont là. Merci beaucoup, professeur Gamba. Je vois que dans la boîte de dialogue également, le rapport dont vous parlez, le rapport sur le Covid a été partagé par des collègues de votre bureau et d'autres, donc je vous conseillerais à toutes et à tous de le consulter un peu plus tard, à la fin du webinaire, si possible. Il me semble que vous avez également publié un rapport sur la situation près du lac Tchad, si vous souhaitez le consulter également. Donc merci infiniment d'avoir évoqué la question de la réhabilitation et de la prévention. Je vais donner la parole à l'intervenant suivant. Nous avons Jorge Macias. Attendez, je l'ai perdu. Jorge Macias de la Fondation Guillermo Torriero. Jorge, qui nous a été conseillé par le gouvernement du Guatemala. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre présence avec nous aujourd'hui. Donc, Jorge, sans plus tarder,
Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Sí, buenos días. Espero que me escuchen bien. Tengo algunos Les interprètes regrettent, mais la qualité du son n'est pas suffisamment bonne pour une bonne traduction. problemas aquí en relación a la experiencia que tuve. Fui parte del movimiento guerrillero aquí en el país. Yo me alcé, me incorporé a una organización guerrillera a los 16 años. Fue hasta los 19 años que pude ser combatiente. Y estuve desde 1976 hasta el 1996 en que se firmó los acuerdos de paz. Estuve en la montaña. Posteriormente me incorporé ya en el 2004 a la Fundación Guillermo Toriello, donde aún continúo trabajando y trabajando en relación a la memoria histórica. Disculpe. Excuse Jorge, at the moment it's a bit. Merci Jorge. Effectivement, il y a des micro-coupures dans votre intervention. Nous ne vous entendons pas très bien et nous avons des problèmes pour vous entendre. Peut-être pourriez-vous recommencer? And I'll shut the other option. Et je vais essayer de voir si nous pouvons améliorer la connexion de notre côté. Bueno, les quería expresar en relación a la experiencia nuestra en Guatemala. Durante todos esos años de conflicto armado en el país, el Estado estuvo dedicado principalmente a reprimir a la población. Uno de sus objetivos de represión no era perseguir a los movimientos guerrilleros, a las personas armadas, sino a la población. Esto fue creando condiciones para que en muchos casos a la guerrilla confluyeran personas que estaban siendo afectadas por esta represión. Es así, y esto se pone más grave ya a partir de los años 80, donde la represión contra la población civil no combatiente se recrudece. La generalización de masacres en las comunidades indígenas en el interior del país hace que muchas familias, muchas comunidades tengan... Very sorry, Sí. disculpe. The connection is. Je veux prie de m'excuser, Jorge, nous avons des gros problèmes de connexion. Peut-être pourrions-nous, pour l'heure, donner la parole à un autre intervenant. Nous allons essayer de vous redonner la parole d'ici 5 ou 10 minutes et je l'espère, la connexion sera meilleure car nous souhaitons vraiment entendre ce que vous avez à nous dire. Je pense que vous avez des informations extrêmement précieuses à nous transmettre. Donc je vous prie de m'excuser, je suis obligée de vous interrompre pour l'instant, nous vous rendrons la parole un peu plus tard. Okay. I think we. Très bien. Nous allons donner la parole à notre intervenant suivant, Sandra. Sandra travaille avec War Child et a des exemples de son travail à nous présenter. Sandra, vous avez la parole. Il me semble que l'on parlait de la réintégration et Sandra, même si elle parle très bien anglais, va nous parler en français simplement pour varier un peu les choses. Donc merci beaucoup Sandra. Vous avez la parole. Merci Simon. Je pense qu'il y a un petit PowerPoint. J'avais juste une page. Si Alison peut le mettre, merci. Alors, pour introduire rapidement le sujet, j'aimerais vous présenter quelques défis clés à une réintégration réussite. Premièrement, nous avons le contexte actuel avec des conflits beaucoup plus localisés et à longue durée. Il y a beaucoup plus des acteurs à base communautaire, facilitant ainsi la participation et le recrutement des enfants. Cela veut également dire que la réintégration se fait dans un contexte avec des conflits qui sont toujours actifs et également souvent dans des communautés qui sont souvent toujours armées. Le financement reste à court terme avec des programmes souvent uniquement financés par des fonds d'urgence et avec une durée très courte, souvent maximum 12 mois et pas si étonnant, parfois uniquement 6 à 3 mois.
Ensuite, les programmes ne sont souvent pas suffisamment adaptés aux besoins des communautés et des enfants. Et parfois, ces besoins même sont même mal interprétés car ils sont plus basés sur nos perceptions et pas suffisamment basés sur des vraies consultations avec les communautés et les enfants. L'aspect de réintégration sociale est également souvent défavorisé, parfois au profit de réintégration économique, donc disons la réintégration plus dure si vous voulez. Et il y a un vrai manque d'une compréhension et un focus sur comment assurer l'acceptation communautaire, surtout pour les jeunes filles. Ensuite, le renforcement des capacités communautaires et des enfants eux-mêmes fait également souvent défaut. Or, une programmation de réintégration réussite doit se baser sur des structures et des ressources humaines existantes de la communauté parce qu'à la fin, c'est la communauté qui assure la réintégration de leurs enfants et pas les ONG. Et finalement, la prévention, qui est une partie clé de la réintégration, nous venons de écouter Madame Gamba qui a mentionné la même chose, mais qui est souvent pas suffisamment considérée. Alors, il y a un besoin énorme de pas uniquement cibler les survivantes de ces violations, donc les enfants associés aux forces et groupes armés, mais également les enfants et les jeunes à risque. Il y a également besoin de beaucoup plus nous focaliser sur la capacitation de la communauté et les enfants eux-mêmes pour qu'ils puissent devenir des agents de paix, des agents de réintégration. Et finalement, de beaucoup plus focaliser sur de positionner la réintégration, pas uniquement dans le secteur de programmes humanitaires, mais également dans tout ce qui est tous les secteurs de développement, de consolidation de la paix et de sécurité pour pouvoir travailler à travers ces secteurs et avoir une vision plus durable et à long terme. J'aimerais terminer avec un enregistrement qui vient d'un de mes collègues de la République centrafricaine et qui parle justement de certains de ces défis. Merci beaucoup. Alison, if we could share that video from Cherubin. Je pense que nous sommes là depuis 6 ans pratiquement. Mais c'est une zone où il y a beaucoup de présence des... Donc c'est une zone où il y a beaucoup de groupes armés, dans le monde des enfants, qui se fait parfois de manière volontaire et d'autres enfants, on les force. Ça dépend du contexte. Depuis 6 ans, One Child a déjà retiré et réintégré près de 2500 enfants dans cette zone. Mais malheureusement, ce contexte, enfin malgré ces efforts-là, ce n'est pas suffisant, vu que l'avènement du Covid-19 a joué négativement dans le financement des projets à l'égard des enfants. Et également la violence suite aux élections qui ont eu lieu fin décembre et qui ont fait que il y a eu un conflit militaro-politique et certains des enfants démobilisés sont même retournés vers le groupe armé pour combattre. Ce qui est vraiment dommage. Voilà. Et bien que nous ayons démobilisé ces enfants, cette intégration a été ponctuelle parce qu'on les identifie, les compagnies de la liste des enfants, on les vérifie, on les profile selon les choix que font les enfants et on leur donne un kit de réintégration. Mais c'est une intervention qui est ponctuelle parce qu'on
on donne les kits et quand on arrive à la fin du projet, on part et un mécanisme de suivi de ces enfants n'est pas vraiment établi, même si il y a des réseaux communautaires qui font un suivi, mais le résultat n'est pas forcément bon. Donc Wild Child a maintenant adopté une nouvelle approche qui est beaucoup plus basée sur les communautés, c'est-à-dire on essaie de responsabiliser beaucoup plus les communautés, les jeunes, les adolescents, pour qu'eux-mêmes arrivent à identifier les problématiques de protection de l'enfant dans leur communauté et proposer des réponses. Wild Child finance ces projets-là pour que cette communauté puisse gérer ces projets afin de bien pouvoir répondre à ces problèmes. Donc cette approche est beaucoup plus efficace si c'est la communauté elle-même qui va lutter contre les violations faites à l'endroit des enfants. Voilà l'approche que nous sommes en train d'adopter parce que le contexte ici, parfois on a des projets sur 1 an, ensuite il faut attendre encore 6 mois, et parfois après 6 mois, il faut encore aller dans une autre zone parce que comme je l'ai dit, toute la zone est couverte par les groupes armés. Il n'y a pas moins de 5 groupes armés dans la zone qui couvrent, je dirais, 95% de Wampende. Les enfants souffrent de ce phénomène. Et si on veut répondre dans toutes les zones de Wampende, qui est la plus grande préfecture de la République centrafricaine, on ne pourrait pas le faire. Et donc voilà, nous espérons qu'avec cette nouvelle approche, on va responsabiliser les communautés qui pourront éventuellement répondre aux besoins, même si à la fin du projet, les positions n'est plus là, elles pourront continuer à proposer des projets à d'autres acteurs et avoir du financement supplémentaire pour pouvoir les aider à continuer. Thank you, Sandra. Merci Sandra. Une question rapide, une question de suivi. Lorsqu'on parle des besoins des communautés qui doivent donc être impliquées et l'importance de la réintégration, comment, par exemple dans l'exemple qui a été donné là, comment est-ce que les communautés ont répondu à ce besoin? Parce qu'évidemment c'est un sujet très complexe, donc la réintégration des enfants soldats, mais il y a également des communautés qui ont été touchées par la violence elles-mêmes. Donc comment est-ce que vous faites en sorte que la communauté accepte cela et se rende compte que c'est important et que c'est quelque chose qui aide à soigner les plaies à long terme et qui est bon à long terme? Merci Simon. Je crois que le plus important, c'est de commencer avec la communauté et les enfants même, parce que c'est très facile, comme j'ai dit tout au début, c'est facile d'arriver avec notre perception, avec ceux dont on pense qu'ils ont besoin, dont on pense qu'il doit être fait, mais peut-être que nous avons des compréhensions très différentes de ce dont a besoin cette communauté. Et donc je pense que l'élément clé sera toujours de commencer par un dialogue ouvert pour savoir mais quels sont les problèmes principaux dans la communauté et comment est-ce que nous pouvons venir en aide aux communautés, parler avec elles. Et pour nous, peut-être que c'est quelque chose de l'intégration des enfants, mais pour eux, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas d'école dans la communauté. Et pour eux, pour ces communautés, c'est la clé, parce que si on peut soutenir la structure, soutenir l'école, eh bien cela permettra davantage d'enfants, cela encouragera davantage d'enfants à rester dans leur communauté au lieu de partir. Donc je dirais que c'est important d'avoir ces discussions très ouvertes avec la communauté. C'est ça qui est vraiment la base de tout travail. Parce qu'on ne peut pas arriver là-bas avec notre conception, notre compréhension. Si nous le faisons, c'est à ce moment-là qu'on verra ces projets, ces programmes qui finalement ne sont pas efficaces et n'aident pas vraiment les communautés comme nous souhaitons qu'ils aident. Merci beaucoup. Effectivement, c'est
très intéressant. Nous voyons quels exemples existent et parler avec les communautés. Voilà, c'est très intéressant. J'espère que nous pouvons revenir vers Jorge et voir, écouter ce qu'il a à nous dire sur son contexte très différent. Quels sont les défis, quelles sont les situations au Guatemala, quels sont les défis par rapport à ce sujet. Nous allons réessayer. J'espère que Jorge est là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Très bien. Gracias. Espero que aquí. Oui, merci. J'espère que vous pouvez mieux m'écouter. Oui, ça a l'air bien mieux. Merci. Je vous rends la parole. Très bien. Alors, je souhaitais vous faire part de l'expérience que nous avons faite au Guatemala. Dans mon pays, il y a eu un conflit armé qui a duré 36 ans, de 60 à 96. Et ce conflit armé, cette guerre, eh bien moi j'y ai participé. Actuellement, je travaille à la Fondation Guillermo Toriello. Nous travaillons à la récupération de la mémoire historique de tout ce qui s'est passé, de toutes les personnes qui sont mortes pendant le conflit. Au niveau personnel, j'aimerais vous dire que donc j'ai intégré une organisation guerriera lorsque j'avais 16 ans. Lorsque j'avais 19 ans, j'ai pu commencer à être combattant de cette organisation. Et les situations dans lesquelles nous vivions, la répression qui a été menée de la part de l'État, la répression envers nous, a donc développé encore plus ce conflit. Au niveau personnel, en 1966, mon père a été assassiné et j'ai donc intégré ce groupe ensuite. À 12 ou 13 ans, j'ai décidé de participer à la guerre et c'est ainsi que j'ai donc intégré ce groupe comme combattant à 19 ans. Les organisations de guerrieros, dans ces organisations, on évitait d'avoir des mineurs, des enfants comme combattants. Mais dans le processus de la guerre, lorsque la répression a augmenté, la persécution contre la population non combattante, eh bien, il y a eu de grandes périodes de massacres dans l'ensemble du pays. Et donc, une grande partie de la population a dû trouver refuge, soit sortir du pays, soit se déplacer à l'interne du pays. Mais beaucoup de gens ont également cherché à intégrer, à rejoindre la lutte, la guérilla. C'est pour ça que moi j'y suis arrivé aussi. Il y a des familles entières, des enfants qui ont souhaité rejoindre ces groupes armés. Le but était il fallait éviter cette participation, cette incorporation dans les groupes armés, mais dans ces conditions, c'était très difficile parce que il n'y a aucun endroit, aucun espace où on puisse envoyer ces personnes qui cherchaient un abri. Une grande partie de la population a réussi à sortir du pays pour rejoindre d'autres pays, surtout le Mexique. Une grande partie de la population également s'est réfugiée dans la jungle, dans les montagnes, dans mon pays, pour se protéger contre la répression. Mais des familles et parfois des enfants, des garçons, des filles orphelins ont rejoint la guérilla parce qu'ils ne savaient pas où aller. On essaie de les mettre dans des endroits protégés où il y a de la population et des endroits où ils ne couraient pas de danger. Mais il y a eu des exceptions. Dans le processus de récupération de la mémoire historique, nous avons retrouvé, par exemple, nous essayons d'insister sur l'histoire de Chepito. Un peu plus tard, je vais vous parler de plusieurs. Il y a plusieurs liens pour se connecter pour lire l'histoire de Chepito Uchil, qui est un enfant
d'une région les plus touchées par la répression. Moi, je l'ai connu vers la fin de l'année 1980. C'est là que j'ai fait sa connaissance. J'étais dans un campement où il se trouvait aussi pendant un peu plus d'un mois. Et mon souvenir de lui et d'un enfant de 14 ans à peu près, 13 ou 14 ans à l'époque, c'était quelqu'un de très sérieux lorsqu'on parlait avec lui. Et à ce moment-là, déjà, il comprenait. Il parle la langue itchil, mais il comprenait déjà mieux l'espagnol. Et j'ai pu parler un peu avec lui. Je me rappelle qu'il était très courageux et aussi très fâché. Il avait une manière de s'exprimer. Il voulait qu'on le respecte comme personne, comme adulte. Et je me rappelle qu'il avait fait une demande pour pouvoir s'intégrer comme combattant, pour qu'on le laisse combattre dans le groupe armé. Et à l'époque, déjà, il portait une petite arme. Et ensuite, il a pu avoir une arme un peu plus grande. Je crois qu'on le voit sur une des photos. C'était la seule manière d'éviter qu'il aille au combat, c'était de le placer comme personnel de soutien, de sécurité pour certains membres, certains camarades de la direction de l'organisation. Donc il accompagnait Don Carlos pour assurer sa sécurité. Et donc justement, il faisait diverses tâches pour lui. Ils se déplaçaient ensemble dans la montagne. Ils se déplaçaient entre deux départements du pays. Il y a eu un affrontement armé et les deux sont morts. L'histoire est connue maintenant. Ce dont je me souviens d'elle, une des explications qu'on essayait de donner pour l'empêcher de rejoindre cette unité militaire, c'était qu'il y avait des conventions internationales pour éviter que les enfants participent à la guerre. Mais lui, il disait, mais alors pourquoi, s'il y a des lois qui disent que je ne peux pas aller combattre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des lois qui empêchent que l'armée vienne assassiner, massacrer les familles, les communautés? Pourquoi est-ce qu'on veut éviter que j'aille combattre, mais on n'évite pas que ma famille soit massacrée? Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, bien sûr, à la manière d'établir des mécanismes pour protéger la population civile qui ne participe pas au conflit armé. Que cette population ne doit pas souffrir des conséquences de la répression. Et ce sont des facteurs qui sont très importants, qui font que les enfants participent de manière volontaire ou pas à la guerre. Et donc c'est important, et il faut justement dénoncer cela, dénoncer la persécution, la répression pendant ces années, la population civile. Et il faut éviter que cela se produise à nouveau. Et c'est ainsi qu'on arrivera à éviter de manière plus efficace la participation des enfants à la guerre. Il faut également voir comment nous protégeons la population civile et nous mettons en place dans les forts conflits des conditions pour qu'il existe des mécanismes de sécurité, de surveillance, pour éviter ce genre de choses. Dans mon pays, la persécution de la part du gouvernement a eu lieu envers la population, en particulier envers les femmes. Et on persécutait aussi les femmes enceintes. On cherchait les graines de la guérilla chez les femmes enceintes pour éviter qu'elles puissent donner naissance à des guerrieros. Et donc on les poursuivait, ces femmes, et on les assassinait pour ne pas qu'elles donnent naissance à un futur guerriero. Donc au niveau international, il faudrait vraiment
créer des lois pour qu'on ne puisse pas faire ce genre de choses, pour qu'aucun gouvernement, aucune armée ne puisse persécuter, réprimer les populations civiles qui ne sont pas combattantes, et en particulier les femmes et les enfants. Voilà ce que je souhaitais vous dire, et ce dont je voulais vous faire part en tant qu'expérience personnelle. Vous verrez que j'ai partagé un lien qui permet d'accéder à un livre, le livre qui a été établi par la commission sur donc la mémoire historique, qui est une commission qui a été créée justement qui reprend toutes les violations qui ont eu lieu, tous les délits qui ont été commis pendant la guerre, afin de faire en sorte que jamais ce genre de choses ne puisse se reproduire ni au Guatemala ni ailleurs, de tels actes de persécution de la population civile. La guerre, c'est très difficile. Elle fait énormément de dommages. Et nous devons arriver à protéger les droits de l'homme, même dans les pires conditions de guerre. Voilà ce dont je souhaitais vous faire part par rapport à notre expérience dans le mouvement de la guérilla. Nous n'acceptions pas des mineurs, des combattants de moins de 18 ans. Cependant, il y a eu des cas dans lesquels on ne savait pas où les envoyer, où les relocaliser. Et ce qui était plus sûr pour ces enfants, c'était de rester avec nous dans des tâches plutôt logistiques, en évitant toujours qu'ils doivent subir les conséquences de la guerre. Souvent, nous avons cherché, mis en place des lieux où on pouvait se trouver les fils de combat, les enfants de combattants, pour qu'ils puissent se former, étudier et grandir loin de la guerre. Mais cela n'a pas été possible pour tous. Voilà pour l'instant ce que je souhaitais vous communiquer. Merci. Thank you very much, Jorge. Merci beaucoup, Jorge. Un message très important, très fort. Et je suis très heureux que nous ayons pu vous écouter. Et cela fait une bonne transition vers notre prochain orateur. Puisqu'on se dit, mais que pouvons-nous faire? On a ces conventions internationales, etc. Mais quel est le rôle de la communauté internationale? Que pouvons-nous faire? En particulier lorsqu'il y a donc des acteurs étatiques et non étatiques. Que pouvons-nous faire en tant que communauté internationale? Je vois qu'il y a ici un petit sondage à l'écran. Merci d'y répondre. Et nous allons passer à l'orateur suivant, au panéliste suivant. J'ai le plaisir de vous présenter Jennifer Fendrick du Bureau des Affaires internationales du travail aux États-Unis. Je vous donne la parole. Merci, Simon. Merci d'avoir invité le département du travail des États-Unis à participer à cette réunion. Le fait d'envoyer des enfants en combat n'est pas du tout particulier à des régions, à des pays. Il y a des enfants de l'âge de 9 ans qui sont envoyés au combat. Il y a eu plusieurs cas, des enfants qui sont envoyés des campements vers les lignes de front, etc. Et 50 000 enfants, peut-être même plus, ont combattu longtemps, mais récemment, la prolifération d'armes automatiques fait que les enfants sont plus vulnérables que jamais. On peut les utiliser comme combattants directs. Et normalement, on devrait avoir à l'écran une présentation. Merci. Slide suivant. Le département du travail n'est peut-être pas la première organisation qui vient à l'esprit dans ce contexte, mais le recrutement d'enfants
soldats est considérée comme une des pires formes du travail des enfants au titre de la Convention 182 de l'OIT à laquelle sont partis les États-Unis. Notre département pense que chaque pays doit faire ce qu'il peut justement pour mettre fin au travail des enfants. Et à cette fin, nous avons publié plusieurs rapports, y compris notre rapport international sur le travail des enfants. Et une liste des biens produits par le travail forcé ou par le travail des enfants. Et ce rapport se trouve également dans notre application Sweat&Toil que je vous invite à télécharger. Notre recherche est actualisée chaque année. Nous avons une équipe de 30 experts qui récoltent et font des analyses et des données du monde entier pour établir ces rapports, ces évaluations. Nos conclusions sur les pires formes de travail évaluent donc les pays dans leurs efforts pour mettre fin au travail des enfants. L'idée est que les pays qui ont un accès préférentiel au marché des États-Unis respectent également les normes internationales en matière de travail des enfants et de travail forcé. Donc, selon nos données, sur ces pays, 66 ne répondent pas aux normes internationales. Dans 12 de ces pays, les enfants sont victimisés 2 fois. Premièrement, lorsqu'ils sont recrutés par les groupes armés, et deuxièmement, lorsqu'ils sont mis en prison pour appartenir à ces groupes. Il y a 72 pays et territoires qui doivent prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le travail et le recrutement des enfants, en termes de loi, etc. Outre ces recherches et ces rapports, notre bureau a financé 345 projets dans 89 pays. Aujourd'hui, nous avons plusieurs millions de dollars investis dans ce type de projet dans différents pays. Ces dernières années, nous avons changé nos programmes. Nous avons passé du modèle de démobilisation, de réintégration des enfants en Ouganda, en Afghanistan, en DRC, etc. Nous avons plutôt passé vers des programmes qui abordent certains des facteurs sous-jacents à ces menaces. Donc nos programmes sont un peu maintenant différents. Ils essaient de mettre en place des alternatives dans des pays non traditionnels. Un de ces programmes, par exemple, qui a été étendu récemment, a lieu en Amérique centrale et du Nord. Donc des pays où les enfants dans les domaines. L'objectif de ce programme, notamment, est de casser ce cycle. Il y a des difficultés à atteindre les jeunes qui ont rejoint par exemple des gangs. Certains des partenaires locaux qui ont des liens avec la communauté ont pu nous aider dans ce domaine. Donc j'aimerais souligner l'importance des réseaux locaux, des communautés, comme cela a déjà été souligné tout à l'heure. Il faut travailler avec des gens qui ont la confiance de leur communauté plutôt que d'arriver de l'extérieur. Et enfin, des projets réussis doivent pouvoir offrir une vision pour les enfants qui reviennent. Il faut créer une approche holistique. Et enfin, l'impact de la pandémie sur les pires formes de travail forcé, de travail des enfants est fort et ça demeure une priorité pour nous. Nous nous réjouissons de travailler avec vous sur ce sujet. Merci. Thank you very much, Jennifer. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir un point de vue plus large, effectivement. Si vous regardez les stratégies et les tendances de l'OIT, nous voyons que la majorité des endroits où a lieu le travail forcé, la plupart a lieu justement dans des pays touchés par un conflit
Donc la question des enfants dans les conflits, la question du travail des enfants va au-delà. Ils sont vraiment liés. Il y a également la question de la pauvreté, de l'instabilité, comme cela avait d'ailleurs dit Jorge. Donc il est bien d'adopter une approche holistique de ce sujet. De placer donc cela, le travail des enfants, dans un contexte plus large. Je remercie tous les panélistes et j'aimerais résumer rapidement ce qui a été dit. Ensuite, nous allons passer à la session de questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poster vos questions en bas de votre écran. Et n'hésitez pas également à répondre au sondage qui s'affiche à l'écran. Ce qui a été dit, donc, Sandra nous a parlé des défis en matière de réintégration. Les communautés ont moins envie de s'engager, mais il faut également s'investir pour réduire les vulnérabilités. Le financement est déjà bas et à cause du Covid, le financement de tels programmes est encore plus bas. Donc il y a clairement un besoin de faire en sorte que dans le débat plus large de l'élimination des pires formes de travail des enfants, de travail forcé, on mette la priorité sur les enfants dans les conflits armés. Jorge a parlé avec beaucoup d'émotion sur le fait qu'on essaie de décourager le recrutement des enfants, mais que bien sûr la vulnérabilité, la pauvreté ont une influence là-dessus également. Que faire pour éviter cela? Nous avons vu que peut-être on peut faire participer les enfants, ou le fait de faire participer les enfants au côté logistique de la guérilla, ça a l'air mieux, mais non, ils restent tout de même dans ces groupes armés. Et la représentante spéciale nous confirmera sûrement que cela comporte tout de même un risque non négligeable pour ces enfants. Et bien sûr, le recrutement des enfants est un problème très ancien qui remonte déjà à la guerre civile américaine et même avant cela. Et donc nous devons nous pencher sur les motifs de ce recrutement, sur ce qui facilite le recrutement des enfants. Voilà, donc merci à tous nos orateurs. Je crois que nous avons maintenant un autre sondage à l'écran, si vous souhaitez y répondre. Et nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Donc si tous les orateurs pouvaient rallumer leur vidéo pour que nous puissions les voir, ce serait bien. Thank you. I think... Merci. Alors, pour commencer, je ne sais pas qui posait cette question tout d'abord, mais j'en ai vu une qui a été intéressante. Je ne sais pas si elle a trouvé sa réponse dans la boîte de dialogue, dans le chat. Peut-être a-t-elle eu réponse, mais quelqu'un posait la question de savoir comment ceux qui sont impliqués dans le secteur privé. Donc c'était la question qui concernait le secteur privé, comment les acteurs du secteur privé peuvent s'impliquer et essayer de mettre à profit leur travail ou essayer d'utiliser la question des enfants dans les conflits armés dans les domaines dans lesquels ils travaillent. Perhaps, yes, please go ahead. Oui, Virginia, je vous en prie. Oui, je ne veux pas couper la parole à qui que ce soit. Je vous prie de m'excuser. Je crois que les discussions sur l'enrôlement des enfants et sur leur emploi, ces discussions sont assez étroites et il nous faut changer de perspective. On ne peut pas regarder le problème dans le contexte d'aujourd'hui et sous le même angle que la façon dont on regardait le problème il y a 100 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Ce sont des contextes qui évoluent rapidement.
Et pour moi, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des outils et des connaissances que nous n'avions pas il y a 10 ans, il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Et ceux-ci sont en lien avec l'éducation. Je souhaite bien insister sur ce point. Par le passé, un enfant était considéré éduqué s'il arrivait à lire. Et en règle générale, ce que l'on essayait de faire, c'est qu'un enfant aille jusqu'à la fin de l'école primaire. Puis, les enfants pouvaient choisir de travailler ou, s'ils avaient les moyens, de poursuivre leur éducation. Mais ce que nous avons vu au cours des 70 dernières années, c'est une espèce d'aplanissement du niveau, c'est-à-dire on ne se pose plus cette question qui devrait travailler ou pas, mais je pense que on n'est plus coincé dans ce type de pensée où l'on pense que c'est approprié pour qu'un enfant soit astreint au travail. On ne pense plus qu'il vaudrait mieux faire travailler les enfants plutôt que de les laisser s'adonner au loisir. Même aujourd'hui, l'un des intervenants a une expérience dans cet environnement. Il a été dit que parfois, les enfants n'ont nulle part où aller. Et donc, les groupes armés, parfois même le gouvernement, permettent à ces enfants d'aller dans ces campements et leur donnent des tâches à accomplir, un travail à faire, sans tenir compte du fait qu'il s'agit déjà d'une violation. Le fait que les enfants se retrouvent dans des situations où il y a clairement des acteurs qui sont impliqués dans un combat, qu'il s'agisse d'un campement, etc., cela fait que l'enfant pourra être tué ou mutilé à cause du fait qu'il est dans ce campement. Donc la question, c'est la question de la protection. Essayer de voir une bonne façon de dialoguer avec ce jeune qui souhaite un travail rémunéré, non rémunéré. Mais les choses ont évolué. On le sait aujourd'hui, la meilleure façon de traiter la stigmatisation, la meilleure façon d'essayer d'empêcher les enfants d'être enrôlés et utilisés dans les conflits, c'est l'éducation. Mais jusqu'à 18 ans, ne pas s'arrêter à l'école primaire, aller jusqu'à 18 ans. Et il faut essayer d'arriver à ce stade partout pour qu'il n'y ait pas de discrimination dans le monde sur la question de savoir qui a accès à cette éducation jusqu'à 18 ans et qui n'y a pas accès. Et également agir auprès des enfants qui ont 12 ou 14 ans, qui ont été libérés de ces groupes armés. Et ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas vraiment la justice, ce n'est pas la stigmatisation. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'éducation. Ils souhaitent avoir droit à cette éducation. Ils ne souhaitent pas seulement avoir une compétence et qu'on leur dise « Alors, votre vie a été ratée, que ce soit de ta faute ou pas, c'est fait. Donc maintenant, débrouille-toi pour vivre une vie dans toute la légalité. » Peut-être qu'un enfant va dire non, je ne souhaite pas être couturière, je souhaite être charpentier, etc. Donc il faut rendre leur propre rêve à ses enfants. Et je pense que lorsque l'on pose cette question, c'est la question de savoir comment pouvons-nous en faire davantage. Et ce qu'il faut faire avant tout, c'est aider ces enfants, aider les familles financièrement parlant, pour que les enfants puissent rester scolarisés. Et ce n'est pas une idée abstraite. Les gouvernements, y compris mon gouvernement en Argentine, si il y a une bourse qui est allouée à la famille pour que l'enfant puisse continuer à rester à l'école et la famille ne peut pas avoir accès à cette bourse sauf s'il y a la tendance, la participation, la présence vérifiée de l'enfant à l'école. Donc ça, c'est une piste de réflexion. Il faut sortir des sentiers battus et il faut essayer de veiller à ce que l'enfant ne soit pas employé, même dans un cadre humanitaire. Avant 18 ans, qu'il n'ait pas de tâches accomplies, rémunérées, non rémunérées, il faut veiller à ce qu'il reste à l'école et que cela touche les familles les plus démunies. Merci beaucoup. C'est une thématique qui a besoin de ces élans passionnés. Merci infiniment d'avoir souligné ces questions très importantes. Effectivement, du point de vue de l'OIT, il s'agit davantage de protection sociale et
d'un respect universel des droits de l'homme, de faire respecter les droits de l'enfant, leur droit à l'éducation et leur droit d'éviter de devenir victime et de garantir la protection sociale des familles et donc des enfants. Il s'agit avant tout d'une question de droits de l'homme, mais aussi de question du droit du travail. Merci beaucoup, professeur Gamba. Rapidement, j'ai une question anonyme qui est adressée à Jorge. On lui demande, d'après son expérience, quels sont les mécanismes de surveillance qui, selon lui, fonctionnent. Please go ahead, Jorge. Jorge, je vous en prie. Les choses ont été difficiles et j'ai eu 2 expériences, une pendant la guerre et une après la guerre. Alors, c'est vraiment après la guerre que j'ai pu constater qu'il y avait davantage de mécanismes de surveillance des droits de l'homme. Pendant la guerre, je crois que nous n'avons pas pu constater la présence d'aucun organisme international de supervision des droits de l'homme, que ce soit dans le pays. Et il y a eu de très nombreuses violations, y compris des violations graves des droits de l'homme. Et c'est à partir des accords de paix que nous avons vu la mise en fonctionnement de certains mécanismes de supervision du respect des droits de l'homme dans le pays. Avec par exemple la tenue de procès contre les pires acteurs, les pires auteurs de violations des droits de l'homme pendant la guerre. D'ailleurs, un ancien président qui avait fait un coup d'État dans le pays a été condamné par jugement. Et en fin de compte, il a été condamné. Mais la sentence a été annulée à cause de vices de procédure. Mais pour nous, la condamnation a été très importante pour éviter que ne se répètent ces agissements. Donc ce sont des mécanismes qui sont très importants. Ce sont ces droits de l'homme, ce sont ces violations des droits de l'homme dans un pays qui ont laissé de graves séquelles, de la propagande contre l'insurgence, contre ceux qui ont lutté contre les droits de l'homme. Et par conséquent, ces personnes s'exposent à des assassinats ou à des disparitions forcées. Dans la guerre et depuis lors, il reste ces réminiscences de ce type de discours. Et on a tenu sous silence la persécution de la population civile de manière non discriminée, donc avec des violations très graves de droits de l'homme. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train d'aborder une question importante dans le pays, c'est-à-dire la protection des droits de l'homme, quelque chose qui est donc en train de gagner en importance, avec des mécanismes qui pourraient peu à peu freiner ces violations graves des droits de l'homme. Thank you, Jorge. Merci, Jorge. Encore une fois, la protection des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme sont des éléments critiques et essentiels, et merci infiniment de votre réponse. Nous avons reçu beaucoup de messages dans le chat et effectivement, nous essayons de les mettre à votre disposition. Donc, merci beaucoup. Quelques questions qui nous ont été posées, mais une question que je vais vous adresser à vous, Jennifer. C'est au sujet de l'Alliance 8.7 et de l'objectif fixé en 2025. Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie? Selon vous, que devons-nous faire davantage? Que devons-nous faire dans le cadre de l'Alliance pour faire progresser le débat afin que l'on atteigne cet objectif l'objectif 8.7 qui soit réalisé d'ici 2025 avec l'éradication complète de l'enrôlement et de l'emploi des enfants soldats?
Merci, Simon. Et brièvement, j'aimerais reprendre la question des sociétés privées. Bien entendu, le recrutement des enfants soldats et l'emploi des enfants dans les chaînes d'approvisionnement, ce sont des questions distinctes, mais les groupes armés, les groupes non étatiques et les milices sont impliqués dans le recrutement des enfants, mais aussi pour le recrutement dans les sites d'extraction minière, notamment dans l'orpaillage. Inaudible. Donc, je tiens à mettre en avant le rôle du secteur privé au niveau de la diligence requise, notamment les lignes directrices complémentaires de l'OCDE sur la diligence requise dans le secteur de l'orpaillage. Bien entendu, il y a la question de savoir si c'est un objectif réaliste, c'est celui d'éradiquer complètement le recrutement et l'emploi des enfants soldats en 2025. Je ne pense pas que ce soit le cas, comme vous l'avez dit. C'est une pratique antédiluvienne. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est garantir cette réduction dans le taux de recrutement avec les années. Le département du travail des États-Unis, qui fait partie de l'Alliance 8-7, nous continuons au niveau bilatéral à dialoguer avec des pays qui figurent régulièrement sur les listes d'auteurs, y compris ceux qui trouvent dans l'annexe du rapport qui a été fait notamment, mais aussi pour ce qui est des défenseurs des droits des enfants en la matière. Donc nous avons 12 pays qui détiennent des enfants pendant des périodes prolongées. La plupart des temps, ils sont détenus par des adultes ou alors à cause de leurs associations avec des adultes, étant donné parce qu'ils auraient pu être proches d'adultes qui ont participé à des activités terroristes. Donc l'incarcération des enfants est une problématique. Il y a également le cas des enfants qui sont arrêtés pour d'autres crimes. Et les enfants qui se retrouvent forcés de rejoindre des gangs pendant leur période de détention. Je pense qu'il faut reconnaître que la nature des conflits armés est quelque chose qui fluctue et qui évolue rapidement, et je pense qu'il nous faut trouver des solutions qui s'adaptent aux réalités de notre siècle. Merci. Merci, Jennifer. Une autre question qui nous vient de Victoria. Je crois que le professeur Gamba a essayé de répondre, mais c'est une question intéressante, donc je vais la partager avec toutes et tous. Que pouvons-nous faire contre les groupes non gouvernementaux qui ne sont pas régimentés par les Nations Unies ou qui ne participent pas ou qui ne sont pas concernés par cette année internationale? Que pouvons-nous faire? Donc je vais donner la parole à Sandra. Merci Simon. Effectivement, c'est une très bonne question. Et même si les groupes armés non gouvernementaux ne sont pas signataires des traités internationaux, les gouvernements dans ces pays en particulier seront tenus responsables, de dialoguer avec ces groupes armés. Donc il y a beaucoup de travail que l'on peut faire, il y a beaucoup d'acteurs qui sont spécialisés avec la question des groupes armés non étatiques. Il y a également une autre question qui a été posée dès le départ et qui disait « Nous ne serons jamais en mesure de pleinement mettre un terme au conflit, car ce n'est pas une chose facile. Mais toutefois, comment pouvons-nous essayer d'œuvrer au niveau de la prévention, d'éviter que les enfants, lorsqu'il ne s'agit pas d'enrôlement forcé ?» Et je pense que ça, c'est un élément clé, tout particulièrement pour le travail qui se fait au niveau des acteurs non étatiques, au niveau des communautés. Je reviens de République centrafricaine, c'est pour cela que nous avions beaucoup de vidéos, notamment d'un de mon collègue en République centrafricaine. C'est un pays qui
souffre d'une absence de financement, beaucoup de groupes armés non étatiques qui occupent ou qui contrôlent, qui sont présents sur pratiquement 80% du territoire du pays. Donc la façon de prévenir le recrutement dans ce pays, c'est vraiment d'essayer de dialoguer au niveau des communautés, d'essayer de comprendre pourquoi les enfants rejoignent ces groupes armés, c'est parce qu'ils n'ont pas de possibilités qui leur soient offertes. Nous essayons de voir ce que nous pouvons faire au niveau des communautés. Mais je dois dire que dans beaucoup de pays, le dialogue avec ces acteurs armés non étatiques est encore plus important que le dialogue avec le gouvernement, car ce sont eux qui sont sur le terrain et ce sont eux qui enrôlent ces enfants. Thank you, Sandra. Merci, Sandra. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter, professeur Gamba? Oui, je pense qu'il faut également considérer, comme des comparer pas seulement ceux qui s'opposent au gouvernement. L'un des plus gros problèmes, c'est que les États faibles, qui ont une armée faible, dans de nombreux cas, les communautés en ont assez d'être attaquées de toutes parts et elles s'arment elles-mêmes. Et on voit souvent ainsi de nouveaux groupes qui émergent. Et ces gens-là utilisent des enfants armés. Et on peut dire qu'il s'agit d'autodéfense, d'autodéfense à part de la communauté, mais c'est quelque chose qui se passe, et de plus en plus souvent. On voit une augmentation de ces violences de la part des communautés qui utilisent donc des enfants pour combattre. Donc il faut également considérer comme groupe armé également les groupes qui opèrent peut-être pas de manière organisée, mais au niveau des communautés. Et la réponse à cela, eh bien, c'est la sensibilisation du public. Nous devons sensibiliser les communautés. Il faut leur dire pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire cela et d'utiliser des enfants. C'est à long terme, mais c'est cela qu'il faut faire aussi. Very much. Merci beaucoup. Nous allons devoir commencer à faire la conclusion dans les prochaines 5 à 10 minutes. Donc, j'aimerais encore demander à Mariska si elle souhaite nous faire part des résultats des sondages rapidement ou... Hi Simon, can you hear me? Oui, Simon, vous pouvez me voir, m'entendre? Oui. J'ai juste reçu le résultat de certaines questions, donc je vais faire mon possible. Donc, 67% d'entre nous ont à travailler sur la question des enfants touchés par les conflits armés. Donc, 33%, pour 33%, le sujet est assez nouveau. Est-ce que nous pouvons mettre fin au recrutement et à l'utilisation des enfants soldats d'ici à 2025? Et 18% pensent que c'est possible, 27% pensent peut-être et 60% disent que non. Alison, vous souhaitiez ajouter autre chose? Ah voilà. Alors qui, à votre avis, est responsable pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation des enfants soldats? 73% pensent que les États sont responsables, les États dans lesquels il y a un recrutement et une utilisation en cours. Et l'autre, 14%, c'est les communautés où les enfants sont recrutés qui sont responsables de cela, donc au niveau communautaire. Étonnamment, les acteurs de développement humanitaire ont 0%. Acteurs humanitaires et acteurs de développement. C'est étonnant. Ensuite, quel est l'impact du Covid-19? Est-ce que nous pensons que le nombre d'enfants associés aux forces armées, aux groupes armés a changé en raison du Covid-19? 41% pensent qu'il y a une petite augmentation et 25% pensent qu'il y a une grande augmentation. Donc au total, on peut dire que le public de ce webinaire pense qu'il y a eu une augmentation. Merci. Je crois que c'est quelque chose, effectivement, dont on peut discuter. Une question qu'on va poser au panel. Professeur Kamba, vous avez déjà dit que vous avez établi un rapport sur l'impact. Je suis sûr que Jennifer peut également nous parler des recherches qui concernent l'impact donc, du Covid-19 sur cela.
Simon et Sandra également. Donc, je vous donne la parole à vous en premier, Jennifer. Quelles sont les incidences majeures, à votre avis, de la Covid, donc, sur la question des enfants des conflits armés et sur les pires forces du travail forcé? Merci, Simon. Oui, bien sûr, avec le Covid, et en particulier avec la fermeture des écoles, nous avons vu 120 enfants qui ont mis dans la pauvreté, des centaines de milliers d'enfants qui n'étaient pas à l'école cette année. Pour vous donner un exemple, en Colombie, nous avons vu pendant la pandémie, lorsque les enfants n'étaient pas à l'école, des enfants étaient invités par des groupes armés non étatiques à participer à des fêtes privées, par exemple. Il y avait des médias sociaux de WhatsApp, par exemple. Lors de ces fêtes, les groupes armés leur ont prêté de l'argent et les enfants avaient donc des dettes envers ces groupes qui ensuite les forçaient qui ont été donc recrutés de force puisqu'on leur a fait du chantage. S'ils ne répondaient pas, parfois ils étaient tués. Donc, on avait une grande augmentation du nombre d'enfants recrutés en Colombie par ces moyens-là. Et beaucoup d'enfants ont été poussés dans la pauvreté en raison de la fermeture des écoles. Beaucoup d'autres facteurs, notamment, comme je l'ai dit, donc, il y a plus d'armes légères dans le monde. Donc, nous avons une augmentation notable du phénomène dans les conflits traditionnels et non traditionnels. Merci. Jorge, plutôt en termes de donc, l'impact du Covid sur ces systèmes de surveillance et sur la capacité des gens à atteindre les communautés, à faire des comptes rendus de ce qui se passe, ainsi que les niveaux généraux d'instabilité et de pauvreté qui ont un grand impact, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au Guatemala. Il y a un déficit énorme d'informations sur le Covid dans les communautés. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de scepticisme sur ce qui se passe. Il y a des informations qui courent, ou plus de la désinformation au sujet de la pandémie, au sujet du vaccin. Donc, ils ont besoin de campagnes de sensibilisation, d'information beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus claires, qui puissent atteindre toute la population et qui puissent convaincre la population. Malheureusement, dans notre pays, nous avons encore de graves problèmes, des niveaux de contamination encore très élevés, et cela a un effet très important sur l'ensemble du système de santé de notre pays. Par conséquent, c'est une grande faiblesse par rapport au problème du Covid et de la pandémie au niveau mondial. Et les problèmes se posent en particulier dans les zones rurales. Merci, Rodré. Sandra, par rapport au programme Watch Child, par exemple, vous parliez également de déficit d'information. Est-ce que le Covid a un effet là-dessus ou récemment, je viens de revenir de la République centrafricaine, même si le Covid-19 n'est de loin pas la question la plus pressante pour le pays, et encore moins pour la population et les communautés. Ils ont des questions qui les préoccupent beaucoup plus. La protection, les questions de sécurité, etc. Mais ce que nous avons vu et qui a eu un grand impact, c'est quand les frontières se sont fermées, puisque ce pays dépend beaucoup d'entrées d'autres pays. Et avec le Covid, toutes les frontières ont fermé, tous les prix sur le marché. Donc les prix du marché
pour les produits de base, comme les produits de base, comme par exemple le savon, les prix ont explosé, une augmentation de presque 70% par exemple, ce qui ont forcé les communautés qui étaient déjà très vulnérables, y compris les communautés de personnes déplacées, y compris les enfants qui étaient déjà en train de devoir trouver des manières de s'en sortir, qui n'est pas forcément les meilleures, hein. Et donc, ces enfants ont été poussés à chercher d'autres moyens de subsistance, d'autres moyens de survie. Donc, nous avons constaté une augmentation des enfants qui allaient par exemple, des zones minières, dans le domaine des mines. Nous avons vu aussi des rapports qui nous préoccupaient beaucoup, qu'il y avait beaucoup de filles dans ces zones et qui étaient donc exploitées sexuellement. Beaucoup d'enfants ont été séparés de leur famille parce qu'ils devaient aller ailleurs pour trouver des moyens de subsistance. À cela s'ajoute le fait qu'il y a eu la violence donc liée aux élections qui a commencé en décembre dernier et qui a encore une fois provoqué une fermeture des frontières. Donc il y a eu encore une fois une augmentation des prix. Avec tous les autres pays qui normalement sont des grands donateurs, ces pays modifient leur financement, repensent différemment, revoient différemment leur financement, etc. Donc cela a un énorme impact. Nous avons eu plusieurs projets en cours, financés notamment par le Royaume-Uni, qui ont été vraiment coupés. Donc ça a eu vraiment un grand impact sur ce que nous pouvions faire sur le terrain avec ces populations. Merci. Oui, effectivement, c'est très difficile. J'imagine que, professeur Gamba, nous pouvons vous donner le mot de la fin sur ce sujet. Nous allons devoir conclure de toute façon. J'aimerais vous donner le temps de dire un peu plus que juste aller voir mon rapport. Quel est votre point de vue là-dessus sur le Covid et ensuite des paroles de conclusion? Oui, je crois que cela a été exprimé de manière très claire par Sandra. Du point de vue de la surveillance, sur lequel vous avez posé la question à Rolleré notamment, nous avons vu un grand impact parce que nos outils de surveillance, nos mécanismes de surveillance dépendent beaucoup des acteurs de protection de l'enfance du système des Nations Unies. Et beaucoup de nos missions sur le terrain ont été impactées par le Covid-19. Beaucoup de nos acteurs de protection des enfants ont été infectés, ont dû être isolés. Donc les personnes qui faisaient le suivi ont été malades. Tout l'accès aux structures a été compliqué à cause des règles, des lockdowns. Et la technologie à disposition de chaque mission, dans chaque lieu, dans chaque task force, comme on les appelle. Donc les différentes task forces ont dû s'adapter différemment à toute cette manière de faire la surveillance, notamment à distance, à cause de questions numériques. Parce que si vous n'avez pas de connexion numérique, si vous n'avez pas de bonne communication informatique, ça pose également problème. S'agissant donc de ma conclusion, j'aimerais simplement vous dire que j'ai été très surprise de voir d'un rapport, les résultats qu'un grand pourcentage d'entre nous pense que nous n'allons pas arriver, que ce n'est pas réalisable d'atteindre cet objectif, de mettre fin au travail des enfants. Et ça m'embête vraiment beaucoup que vous ayez perdu l'espoir. Si nous ne gardons pas l'espoir, notre passion, notre intérêt, nous n'allons pas y arriver. Donc je suis totalement convaincue que si nous doublons le nombre d'enfants réintégrés, nous allons arriver. Nous devons toujours, il faut bien commencer quelque part. Merci, et merci de terminer sur une note positive et pleine d'espoir. Comme vous l'avez dit, c'est très important de conserver l'espoir. Et je crois que c'est un bon message pour conclure cette session. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas non plus vraiment la fin, c'est juste la fin de ce webinaire.
Comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Vous pouvez tout à fait nous rejoindre et continuer cette discussion grâce au site internet de l'Alliance 8.7. J'aimerais vous encourager tous à lire le rapport qui va être publié en juin, le rapport donc du bureau de Madame Gamba. Et pendant cette année internationale, nous allons voir comment nous pouvons participer, faire avancer ce message. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps, d'avoir participé. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé cette réunion intéressante et que vous avez appris beaucoup de choses. Nous avons encore un dernier sondage pour terminer. N'hésitez pas à y répondre. Il y a également une petite question sur la manière de participer par rapport aux entreprises. Il y a également une organisation internationale qui a mis en place un guide sur la question c'est donc également important dans notre contexte. Il y a d'autres rapports sur les mines et la participation et l'utilisation du travail des enfants, qui établit également des liens avec les groupes armés. Mais comme il est maintenant 16h31 ici à Genève, donc j'aimerais remercier tous les orateurs de leur présentation très utile. Merci pour ce débat très intéressant. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. J'espère que vous continuerez à participer à notre plateforme. Merci et au revoir. Thank you. Yes, hope to see you on. Merci, j'espère vous retrouver sur Slack.